Et donc rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, une perfection, donc un fonctionnement universel, la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement politique absolument parfait, une perfection écologique et surtout parce que tout ça pour que l'homme puisse épanouir une spiritualité totalement universelle et euh, de, du, du sublime, c'est-à-dire à travers l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là, mais en fait c'est ça qui est le cœur de l'évolution, de notre évolution. C'est quelque chose, notre évolution technique est là pour que nous puissions épanouir une perfection spirituelle, évidemment. C'est le corps c'est le bonheur qui est recherché. C'est pas la perfection technique pour la perfection technique. Voilà. Et donc, on travaille là sur cette émission avec philosophie que j'adore sur France Culture et qui s'intéresse là, c'est la troisième vidéo sur Aristote, sur la partie qui est consacrée à Aristote. Quel est le meilleur système politique selon Aristote? Voilà. Et donc là, c'est mélangé avec Platon, et là, on parle de la République. Voilà, je reprends la lecture, l'écoute, et je commente. C'est un texte où Platon suggère que si on ne met pas une aristocratie de philosophes au pouvoir, rien ne sera possible en politique. Alors, pourquoi pas? Mais il faut écouter les vidéos précédentes. Il me semble que nous pouvons montrer qu'en changeant une seule chose, une cité pourrait se transformer. Une chose qui n'est, il est vrai, ni petite ni aisée, mais qui est possible. Mais cette chose sera dite, à coup sûr, même si elle doit, en déferlant comme une vague, m'inonder totalement de ridicule et de discrédit. Examine donc ce que je vais dire. Si l'on n'arrive pas ou bien à ce que les philosophes règnent dans les cités, ou bien à ce que ceux qui à présent sont nommés rois et hommes puissants philosophent de manière authentique et satisfaisante, et que coïncident l'un avec l'autre pouvoir politique et philosophie, et à ce que les nombreuses natures de ceux qui à présent se dirigent séparément vers l'une ou l'autre carrière en soient empêchées par la contrainte, il n'y aura pas de cesse au mot des cités, ni non plus, il me semble, du genre humain. Et le régime politique qu'à présent nous avons décrit dans le dialogue ne pourra non plus jamais naître avant cela, dans la mesure où il est réalisable, ni voir la lumière du soleil. C'est précisément cela qui depuis longtemps suscite en moi une hésitation à parler, parce que je vois que le dire ira tout à fait contre l'opinion reçue. Car il n'est pas aisé de concevoir qu'autrement on ne pourrait connaître le bonheur, bonheur privé ou bonheur public. C'était Platon, le livre 5 de la dite République, lu par Jules Barbier sur un tapis sonore choisi par notre réalisateur Riyad Kera. Pierre Pellegrin, ce modèle platonicien qui a quand même traversé les siècles, hein, on dit Platon, c'est l'aristocratie des philosophes. Bon, évidemment, ça peut aussi aller dans le sens de penser quelque chose comme une république qui n'aurait rien à voir avec la démocratie, le divorce de ces deux mots qui désormais sont quand même assez réunis dans notre modernité politique. Souvent on emploie l'un pour l'autre. Mais longtemps, ces deux mots étaient complètement séparés. Une république, ça voulait tout dire sauf une démocratie. Donc ça a peut-être aussi conforté sauf une tyrannie, vous voulez dire? Non. Non, je sais pas, dites-moi. J'ai l'impression que la République, pour Platon, on dit comme ça parce que c'est surtout pas une démocratie, c'est une aristocratie des meilleurs. C'est ça la République pour lui. Si ce mot a du sens. Oui, vous avez raison. C'est un fait. Dans ce texte, ce qui me frappe, c'est cette histoire de la tyrannie éclairée du philosophe. Oui. Là, vous voyez la grande différence entre Platon et Aristote, qui n'est pas une différence sur le contenu, du genre Aristote serait plus démocrate et Platon plus... Non, vous savez, Aristote, c'était pas spécialement un démocrate. Hein. On va y revenir, parce que ça, c'est normalement, en effet... Mais si vous voulez, la grande différence entre Platon et Aristote, c'est que
Pour Platon, il y a une science unique, qui est la dialectique. Et si vous possédez les principes de cette science unique, vous êtes le meilleur philosophe, le meilleur mathématicien, le meilleur politique, le meilleur cordonnier, le meilleur tout ce que vous voulez. Alors que pour Aristote, non. Il y a des sortes différentes de sciences. Le philosophe ne sera pas le meilleur pour gouverner la cité. Anaxagore ne sera pas Périclès. C'est-à-dire, il y a des excellences différentes. Ça, c'est fondamental. Ça, Oui. c'est fondamental. D'accord. C'est-à-dire que Avec ça. vous pouvez être le philosophe, le plus grand philosophe du monde et de votre époque, à savoir Aristote, par exemple, vous ne serez pas le meilleur gouvernant. C'est ça. Et c'est pour ça que les meilleurs philosophes, quand je pense justement, par exemple, en pensant à Pierre Pellegrin, des gens comme ça devraient être conseillers, faire partie des conseillers du chef d'État, du chef de l'État. C'est pas voilà, chacun sa place. Le philosophe est philosophe, il n'a pas à être politique, etc. Ou bon, voilà, ça peut se passer, ça peut arriver qu'un philosophe monte en politique. On en a eu des très bons d'ailleurs qui se sont occupés de l'éducation ou des choses comme ça, qui avaient des visions vraiment intéressantes. Mais c'est deux mondes vraiment différents. Par contre, qu'il soit accompagné, qu'un homme politique soit accompagné d'un groupe de personnes qui le conseillent, qui soient autour de lui, qui discutent avec lui, qu'il y ait dans ce groupe des ouvriers, qu'il y ait des gens comme ces hyper pertinents qu'on a trouvés, qu'on a rencontrés chez les Gilets jaunes, Pierre Boulot ou Yves Boulot, je ne sais plus comment il s'appelle, par exemple, voilà, quelqu'un comme ça, des personnes comme ça qui sont issues du peuple, et puis des gens qui viennent du peuple classiquement, qui travaillent, qui ont une vision comme ça, des philosophes, des oligarques, mais que tous ensemble puissent communiquer d'abord pour pouvoir s'influencer mutuellement, parce qu'un oligarque qui parle avec un ouvrier, ça fait un autre oligarque qu'un oligarque qui parle qu'avec des oligarques. Voilà la différence. Un ouvrier qui parle qu'avec des ouvriers, ça fait un autre ouvrier qu'un ouvrier qui parle avec des oligarques et avec des philosophes. Voilà, c'est ça qui serait intéressant au niveau politique à mon avis. Voilà. Et donc, je me rapproche d'Aristote à ce parce moment. que vous faites référence aussi à des dialogues plus tardifs de Platon, dans le politique notamment. René de Nicolaï, il me semble que Platon dit clairement que l'art politique et la vertu qui lui correspond sont innés, ça ne s'apprend pas. Et est-ce que c'est pour ça qu'il faut tout de suite choisir les meilleurs, qui pour lui sont les philosophes ? Alors, dans le politique comme dans la République, Platon dit bien que il faut que ce soit le philosophe qui gouverne, parce qu'en gros, hors du savoir philosophique, point de salut. Ce qui le démarque très nettement d'Aristote. Alors là, je suis absolument d'accord quand même. C'est pour ça que le philosophe doit faire partie des conseillers du politique. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la philosophie ? Qu'est-ce qui est important dans la philosophie ? Eh bien, par exemple, aujourd'hui, pour moi, la philosophie importante, excusez-moi d'avoir cet orgueil, mais je pense que la philosophie actuelle doit s'occuper de l'évolution de l'humanité. Donc d'avoir une vision longue du parcours de l'humanité. Une vision universaliste, tout en étant d'accord, j'appartiens au peuple français, à la nation française, je suis français, etc. Une partie de mon travail est dirigée pour la France, etc. Je m'intéresse à la politique française, etc., etc. Mais j'ai une vision universelle, une vision de l'évolution universelle de l'ensemble humain, parce qu'on y est déjà dans cette dimension-là. Donc le philosophe, il apporte quelque chose de vraiment particulier aux politiques. Et en plus, il est peut-être apte, pour certains,
à penser la finalité de l'humanité, le sens de l'humanité, à quoi sert l'humanité. Voilà, ce qu'a essayé de comprendre euh, Sartre, mais en se trompant, en pensant que la finalité, elle était marxiste, que c'était peut-être... Il s'est trompé jusqu'à un certain moment. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, il y a cette pensée téléologique qui est fondamentale. Et c'est pour ça que euh, sans cette vision-là, une politique est absurde. Et c'est pour ça que la politique actuelle est absurde, parce qu'elle est les philosophes qui sont derrière les hommes politiques, ils ont pas de vision téléologique, ils ont une vision clanique pour certains, communautariste pour d'autres, populistes pour d'autres. Donc, ils sont pas des bons conseillers. C'est pas des philosophes réellement. Le philosophe, il doit avoir une vision universaliste et téléologique de la société maintenant. Voilà. Et à ce moment-là, il est favorable au chef d'État. Je pense qu'on y reviendra. Dans le politique, comme dans la République, encore une fois, Platon dit également, pour faire un bon philosophe, il faut deux choses, il faut un bon naturel, et puis il faut une bonne éducation, notamment... Voilà, alors ça, c'est les deux choses qui me manquent, par exemple, pour que je sois un bon philosophe. J'ai pas un bon naturel, bah, même si je suis plutôt joyeux et plutôt, comment on pourrait dire, bisounours dans le fond, et que voilà, mais par contre, je suis vraiment autiste, je suis vraiment, etc. Et donc ça, c'est pas compatible. Et l'autre mot qu'il a dit, je m'en souviens plus, je l'ai pas non plus, cette qualité. Voilà. Donc c'est ce qui fait que je peux être qu'un philosophe de grotte. Je peux être je philosophe de l'extérieur. Et alors ça tombe super bien que je sois arrivé à ce moment de l'évolution humaine, c'est-à-dire où je peux écrire sur Internet, faire des vidéos, éventuellement, enfin bref, voilà, c'est formidable. C'est pour ça que euh, tout est parfait dans le meilleur des mondes de Leibniz, c'est génial. Et Leibniz est un génie, voilà. Et Newton est un génie, et Spinoza est un génie, et Descartes est un génie. Et Bergson est un génie. Et Husserl est un génie. Et voilà. Intellectuel. Et ce qui est génial, je pense surtout dans le politique de Platon, c'est le rapport, enfin la critique de la notion de loi que l'on retrouve également chez Aristote. Dans le politique, Platon dit en substance, le mieux du mieux, c'est d'avoir un individu quasi omniscient qui puisse trouver la solution juste à chaque problème particulier et concret. Eh bien ça, je veux bien me considérer, je ne l'avais pas écouté ça, donc parce que je l'ai écouté dans la nuit, alors je m'endors de temps en temps, etc. Ces émissions-là, je me réveille, je m'endors, je me réveille, je m'endors, etc. Donc il y a des choses qui sont passées à la trappe. Mais bon, c'est pas à moi de le dire normalement, mais bon, je me demande si ma vision elle est pas assez explosée pour être omniscient, assez voilà, complètement. La loi est toujours générale et donc toujours imparfaite. Donc il faut un individu qui puisse déterminer en l'espèce de chaque cas quelle est la solution juste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Aristote reprend dans une certaine mesure cette théorie, notamment au livre 3 de la politique et parfois en un sens aussi au livre 1 de la rhétorique. Sauf que chez Aristote, ça n'est pas un personnage unique qui va appliquer la loi à des cas particuliers, ça va être généralement soit un magistrat, mais surtout en fait une multitude qui est mieux à même qu'un individu seul d'appliquer la loi à des cas particuliers, de respecter la singularité de chaque cas. Oui. Alors la loi, évidemment, elle est forcément injuste. Elle est forcément, pourquoi? Parce qu'elle est en évolution. Le droit, la loi, là, elle est en train de passer au niveau international, justement. La législation devient
on commence à légiférer au niveau mondial. Donc ça veut bien dire qu'on a pris conscience inconsciemment qu'on va fonctionner universellement. On travaille à ça. Mais évidemment, elle est parfaite au présent tout en étant perfectible, comme l'humanité, comme l'évolution de l'humanité. C'est pour ça que je dis ça sur la mécanique universelle. L'humanité est parfaite au présent tout en étant perfectible. C'est pour ça que je dis que l'humanité cherche à atteindre intuitivement son ultime perfection, parce qu'elle est parfaite au présent tout en étant perfectible. Et la loi, c'est la même chose. Elle est là, on doit l'appliquer, on doit faire comme Socrate, accepter, même si cette loi-là va vous tuer, malheureusement, même si cette loi, elle vous maltraite parce que elle a des défaillances, mais on est tenu de l'appliquer. Mais en même temps, de travailler à son évolution pour la rendre de mieux en mieux. L'innéité de la vertu, c'est peut-être plutôt dans le Protagoras que Platon y travaille. Oui. Il faut lui prêter beaucoup d'attention, ou bien finalement ce n'est pas le dernier mot de Platon, parce que c'est quand même terrible, hein. Ça veut dire qu'on est vertueux parce qu'on a une bonne âme dès le départ, sinon c'est à peu près fichu. On peut un peu s'éduquer, d'accord, enfin on peut s'éduquer intellectuellement plus que vertueusement. Mais vous avez raison, enfin, dans la République c'est très net, c'est dit de façon imagée dans le mythe des métaux. Il y a... Voilà, alors en même temps que passait ça, il y avait sur Arte cette émission en Chine, et je viens juste d'y jeter un œil, et voilà, c'est là l'arrivée de la toute-puissance du libéralisme, du néolibéralisme. Et donc il touche toute la planète. Alors évidemment, ça a permis à la Chine d'aller dans cette expansion incroyable, à la Russie pareil, à des parties du monde d'être en expansion. Mais les valeurs qui ont été données, c'était tout de suite ce que disaient justement ces Chinois-là. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux devenir riche, je veux tout de suite gagner de l'argent, je veux, etc., etc. Donc, ce système qui se libéralisme, il a des aspirations qui ont pu poser un problème à l'humanité, évidemment, parce que on n'a pas donné en même temps les protections. Attention, il y a ces valeurs, mais ne perdez pas vos valeurs de fraternité, d'entraide, etc., etc. C'est bien de gagner de l'argent. Cette énergie est là, vous pouvez la comprendre. Donc, hisser le niveau de conscience, ça aurait permis de faire vraiment une mondialisation heureuse. Et pas une mondialisation égoïste où chacun voulait vite devenir riche et puis voilà, se mettre, ce qui est légitime, hein, c'est-à-dire c'est se mettre à l'abri, tout simplement, et mettre à l'abri ses enfants, sa famille, etc., etc. C'est une quête tout à fait légitime. C'est soit le système, il vous met à l'abri, c'était le système communiste, il vous donnait une maison, un travail, une retraite à vie, voilà, vous risquiez pas de tomber dans la déchéance, comme ça peut se passer dans le néolibéralisme ou dans le libéralisme ou aux États-Unis, voilà, si tu tombes, voilà. Et donc, soit c'est ça, soit on est obligé de chercher à atteindre, et donc évidemment ça stimule la bagarre, mais c'est un système complètement injuste, hein, c'est pas le meilleur système. Des gens, c'est comme ça, ils sont nés avec une âme d'or, d'autres qui sont nés avec une âme d'argent, et d'autres enfin qui sont nés avec une âme de bronze. Et ça, on peut, selon Platon, absolument rien y faire. Et donc, les fonctions dans la cité seront attribuées en grande partie, enfin, elles doivent être attribuées sur la base de ces déterminants naturels. Je ne crois pas. D'où l'aristocratie. Et quelque part, je suis pas contre cette vision-là. L'aristocratie, il y a des choses, par exemple, dans l'aristocratie classique qui se transmet depuis des millénaires
et on peut trouver beaucoup de courage, justement. Et d'ailleurs, il y a de nombreux aristocrates qui travaillent à la démocratie, qui aident, qui ont une vision démocratique incroyable, qui travaillent pour la politique, pour faire évoluer les choses, qui ont une vraie vision. Et donc, ce courage inné dans lequel ils sont éduqués, parce qu'à mon avis, on a tous ce courage-là, mais après, c'est une question de tradition, d'éducation, voilà, de modèles qu'on a, etc. Et ces aristocrates, on les retrouve, pour moi, Rodriguez, ce gilet jaune qui s'est fait massacrer un œil, il a les valeurs aristocratiques. Voilà, donc ce type de naturel existe dans le peuple. Ce courage, il est là, etc., etc. Et donc, voilà, mais on peut le comprendre. À l'époque, c'était peut-être l'aristocratie représentait l'ensemble de ces valeurs. Pas que Aristote ait eu la même conception. En revanche, ce qu'il dit assez nettement dans les politiques et dans les éthiques, et c'est quelque chose sur lequel là aussi Pierre Pellegrin a beaucoup travaillé, c'est que le discours rédigé et proposé dans les politiques et les éthiques ne s'adresse pas à tout le monde. Vous ne pouvez pas comprendre la politique et les éthiques. Alors j'espère que ce n'est pas déprimant pour les élèves de terminale qui nous écoutent et tous les étudiants en philosophie, mais selon Aristote en tout cas, vous ne pouvez pas vraiment comprendre si vous n'avez pas déjà non seulement un peu d'expérience politique, mais surtout si vous n'êtes pas déjà vertueux. Il faut déjà, c'est-à-dire selon Aristote, il faut déjà avoir été habitué à la vertu, faire spontanément des actes justes pour comprendre vraiment ce que veut dire Aristote et être convaincu de la vérité de ce qu'il a. Voilà, alors c'est là où justement des hommes politiques sont passés à des degrés où il n'y avait pas cette vertu, malheureusement, qui a été enseignée. C'est ce qui manque dans cette chose. Et ça, c'est peut-être le manque de mélange dans les études à l'ENA, enfin dans toutes ces... voilà, le moment à partir des années 80, où l'ascenseur social s'est détruit, on est rentré dans un système de copinage, comment ça s'appelle, de népotisme, et donc il n'y a plus cette mixité, et cette mixité était favorable pour faire monter justement la meilleure éthique possible. Et on s'est retrouvé avec des éthiques basses, avec un système, et puis un système qui était dirigé par l'oligarchie, donc pour qui c'était voilà, s'enrichir à tout prix, par tous les moyens. C'était un système marchand, en fait. C'était le marché qui donnait ces valeurs. Et les valeurs du marché ne sont pas des valeurs éthiques. Elles ne fonctionnent pas là-dedans. Ce n'est pas pour rien que Confucius fait de cette corporation la plus basse possible, et qui doit avoir le moins de pouvoir dans le système. Et c'est elle, malheureusement, c'est cette corporation qui a donné la ligne de conduite, qui a donné le système des valeurs. Et donc, ça a dégradé. Les hommes politiques ressemblent à l'éthique du marché. C'est-à-dire que ils peuvent dire les yeux dans les yeux, je n'ai pas détourné etc. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'au fond, c'est important qu'ils puissent faire du mea culpa, venir et dire je me suis trompé, je ne dois pas agir comme ça, etc. J'ai abusé de telle femme dans tel hôtel, c'est vrai, c'est juste, c'est la réalité, et je l'ai fait bien avant, etc. Et je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je rectifie pour le bien de la société, pour servir d'exemple à la société, etc. Voilà. Et ben, on est tombé dans un système de marché, de marchand. Donc, je ruse. Si je peux arnaquer, j'arnaque. Si je peux, etc. C'est quelque chose qui n'a plus la dimension éthique du système aristocratique, en somme. Et c'est ce qui a fait que
la mondialisation a été une catastrophe. En réalité, ils ont abusé le peuple et ils abusent encore le peuple à bloc. Le système, il abuse totalement le peuple. Donc, le peuple ne peut pas être heureux derrière un système avec ce type de valeurs. La vertu s'apprend, l'art politique aussi. Ce n'est pas du tout comme dans certains dialogues de Platon où précisément Platon réfute ces points qui sont crus par les sophistes. C'est pourquoi les leçons de politique et d'éthique sont réservées à des gens mûrs, disons. Alors que les mathématiques, d'ailleurs ça c'est vrai, la médaille Fields, c'est avant 40 ans. Hein. Les mathématiciens géniaux, c'est à 19-20 ans. Et vous pensez que nos gouvernants gagneraient à être de plus en plus âgés? C'est d'ailleurs un peu le cas dans certains pays ces derniers temps. Oh, mais écoutez, on a des gouvernants qui sont immatures et qui ne savent pas comment on doit parler aux gens. C'est ça qui est génial. Et ça peut durer même quand on est vieux. C'est ça qui. Oh oui. Bon, en tout cas, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial. Et c'est là où il y a une vision vraiment de la vraie clairvoyance. Le philosophe, il est clairvoyant. Je propose maintenant d'aller dans le corps du texte très célèbre d'Aristote. C'est le fameux chapitre 11 du livre 3. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et on continuera dans la prochaine. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous passez que c'est un peu intéressant tout ça, à mettre des pouces. Et puis, voilà, pour augmenter un peu la visibilité. C'est triste quand même qu'il n'y ait que 5, 10, 20 passages sur ces vidéos. C'est pas beaucoup. Bon, je sais bien que ça n'intéresse pas. Ça ne peut pas aller plus que ça. Et elles ne sont pas faites pour être attractives. En plus, je sais, j'en ai pas les moyens. Mais enfin, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a peut-être des choses... Bon, peut-être j'ai une vision grandiose de moi-même, hein, c'est possible, et de ce travail-là, mais je pense qu'il est important. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, bref, à bientôt.